Bah, écoutez, justement pour entrer dans les standards internationaux. Mais il faut se poser la question, lorsque vous êtes dans des maisons, etc., les gens qui font 2, 3, 4 jours sans manger. Et ces gens-là, ils bouffent combien de calories? Vous voyez? Donc on est vraiment en train de poser des choses, des actes, parfois à la consommation extérieure. Parce que nous avons été formés dans une sorte de mendicité internationale. Nous vivons de la prédation. Et donc, il faut véritablement rendre compte aux puissants d'argent qui, du reste, profitent au maximum. Parce qu'en réalité, lorsque vous parlez même de toutes ces institutions internationales, ce sont des institutions de pénétration, des instruments de pénétration dans nos pays. Ce ne sont pas du Père Noël. Ne vous en faites pas. Hein. C'est pour nous maintenir dans les caps. Vous avez vu cette avancée spectaculaire en Asie, où les gens, etc., se sont refermés, ils ont mis en place une série de réformes, et ils ont boosté véritablement ces réformes jusqu'à donner des performances. Nous sommes très allergiques par rapport aux réformes. Au moins, on mène une réforme qui aurait pu nous donner des résultats, donc on bloque. Ceux qui ont la vocation de pouvoir véritablement réaliser ces réformes ne le font pas parce qu'effectivement, peut-être, ça remet en question leurs appétits gloutons. Et c'est ça, justement, le problème. Est-ce que vous n'êtes pas l'élite congolaise, en fait, une sorte d'otage des institutions financières internationales? Mais bon, on l'a voulu. Ce sont ces institutions qui ont créé une mentalité d'assister, qui nous ont rendu des fainéants. Et surtout que, vous savez, l'histoire, ça fait plus de 80 ans. Nos pays ont fonctionné au service, tous nos dirigeants étaient au service de puissances internationales, de puissances d'argent. Et donc, il n'y avait personne qui avait des comptes à rendre dans notre peuple. Et notre peuple n'a pas la capacité, n'a pas l'âge culturel nécessaire pour porter un regard regardant par rapport à la prestation de ces dirigeants. On se trouve en situation où même vous, là, vous êtes journaliste, mais vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas... Et l'État est content parce que l'absence de chiffres ne permet pas à ce que les gens puissent justement apprécier naturellement sa performance. Et donc, on est là, otage. Il y a un ordre international. Et cet ordre international est divisé en deux compartiments. Il y a les nantis, qu'on appelle le centre, et les pauvres qu'on appelle la périphérie. Ça, c'est la théorie de Samir Amin. Mais en réalité, le centre est en train de vivre en exploitant au maximum le pauvre. C'est comme ça que nous avons des richesses minières. Nous avons des richesses... Il faut que je termine. Nous avons des richesses forestières, nous avons des richesses agricoles, etc. Mais écoutez, toutes ces interventions, toutes ces multinationales, toutes ces entreprises étrangères ou internationales qui sont opérationnelles chez nous, ils ne transforment rien. Or, les richesses sont produites au travers la chaîne de valeur ajoutée. Et donc, il faut, quand on produit le cuivre, qu'on transforme le cuivre. À ce moment-là, le premier exercice qui a été réalisé en termes de production. C'est la Chine aujourd'hui que l'Afrique ne vende plus ses matières premières à l'état brut. Non. Que l'industrialisation s'installe sur le continent et que l'Afrique exporte quand même des matières premières transformées. Vous savez, une valeur ajoutée. Voilà. Oui, c'est ce que dit la Chine aujourd'hui. C'est ce que dit la Chine aujourd'hui. 60 milliards attention, que la Chine a produit. Attention, cher ami. C'est comme ça que l'intellectuel subsaharien doit être en mesure d'avoir toute la problématique de toutes ces questions. Vous savez que la Chine, avec un produit intérieur brut, n'est-ce pas, de 3 000 milliards, 600 milliards de dollars. Et 5 années après, la Chine a aujourd'hui 8 000 milliards 250 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Deuxième puissance économique après les États-Unis. 5 dernières années. C'est que la Chine a gagné 5 000 milliards. Où? C'est en Afrique. Avec 200 milliards de dollars investis avec 2000 entreprises opérationnelles en Afrique. Donc la Chine a gagné plus que l'Occident. Et donc la Chine n'a fait qu'exploiter les matières brutes. Et vous savez, le résultat... Que c'est un discours pour la consommation politique, un discours politique, celui du dirigeant chinois. Vous pensez que cette promesse-là, c'est du bluff? Vous savez que l'Afrique doit avoir des ambitions. Le 21e siècle, c'est un siècle africain. Mais encore qu'il faut avoir un leadership transformationnel, un leadership innovateur, un leadership créateur, un leadership moins complaisant. Parce que lorsqu'on met en place 60 milliards de dollars, vous savez combien? Vous avez 54 pays africains. La Chine doit signer des contrats avec. Ça représente combien? Dès lors que la Chine, quel est son budget annuel? Vous voyez? Donc, cher Fabien, 60 milliards, c'est qui? Il y a tout dit. Ce sont des personnes sans ambition. Des personnes qui n'ont pas la capacité de générer des ressources.
Vous ne pouvez pas avoir 500 millions de mètres cubes de bois potentiellement. Et un mètre cube, donc j'allais dire, une grime, ça vous coûte 14 000 $. Au port d'Anvers, en Belgique. Mais vous dites non, quand on vous donne 50 millions, vous commencez à applaudir, vous croyez comme si c'était un Père Noël qui est descendu. C'est pas correct. Nous manquons d'ambition, nous manquons la volonté volontariste de transformer la République, nous manquons ou toucher les points d'amplification pour véritablement générer des richesses. Nous avons notre forêt. Vous pouvez imaginer, j'étais à l'Équateur, à Bikoro, où il y a plus de 8 sociétés d'exploitation forestière, de bois. Mais vous arrivez au bureau de l'administrateur, il n'y a pas de chaise. Vous allez dans les écoles, il n'y a pas de pupitre. Est-ce qu'ils payent la taxe? Toutes ces Ils payent la taxe. Ils payent la taxe. La taxe mais locale. Il y a toujours. Mais non, local, il faut qu'on paye au niveau de la province pour qu'on rapatrie 15% d'exploitation, mais les 15% ne sont pas rétrocédés. C'est cela. Et c'est cette mouvance d'une gestion calamiteuse, etc., sans engagement aux différentes réformes. Parce qu'en réalité, il y a un code minier, il y a un code forestier, il y a un code foncier. Il y a trop de lois sectorielles, ça c'est évident. Mais est-ce qu'on applique tout cela? Est-ce qu'il y a des animateurs qui s'engagent véritablement à poser des actes qui vont dans le sens de booster le problème? Ça ne s'acquiert pas comme ça parce qu'on a fait tel ou tel discours. Le classement du PNUD, là, voilà, vous êtes à telle place, vous êtes 6e, 7e, 8e, 188e, 176e. Ce classement, est-ce que c'est un classement objectif? Est-ce que ces gens sont partout où ils obtiennent des éléments à partir de vous, leurs consultants nationaux ou locaux? Mais il n'y a pas autre chose. Est-ce que c'est un classement objectif? Il n'y a pas autre chose. Le vrai classement, c'est ce que pense le peuple. Ce que fait le PNUD, ce sont des estimations qui sont liées aux données qui sont à leur possession. Ce sont des estimations. Mais le gouvernement de la République doit avoir aussi un classement parallèle, au regard du travail, au regard de ses études, investies dans ce sens pour savoir à quel niveau il se trouve, de manière à prendre des décisions rationnelles. Et donc, si de notre côté, nous ne sommes pas en mesure, véritablement, de prendre des dispositions correspondantes, et donc toutes ces institutions auront gain de cause à pouvoir donner leur classement, et nous allons toujours absorber, gober. C'est cela. Il faut qu'on ait le courage de parfois se passer de ce rapport des Mindélé. C'est extrêmement important. On aborde notre sujet. Voilà. Mais beaucoup de pays sont en train de travailler sérieusement. Fabien, vous savez qu'en Afrique, nous avons 5 espaces. Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Il y a 5 locomotives. Lorsque vous êtes en Afrique occidentale, c'est les Nigériens. C'est 510 milliards de dollars. Dans la vague de pays émergents aujourd'hui, c'est les Nigériens. Nous, on est en train de parler émergence, mais nous ne sommes même pas dans la vague. Et vous avez par exemple l'Afrique du Sud, qui a 490 milliards de dollars. Vous avez en Afrique australe, vous avez l'Égypte, qui a 285. Vous avez l'Éthiopie en Afrique orientale, Afrique de l'Est, qui a 283. Et en Afrique centrale, vous avez le Congo avec 40 milliards seulement. Nous sommes à genoux. Nous sommes une locomotive qui ne fonctionne pas. Nous sommes une voiture sans moteur. C'est cela. Et donc, nous avons intérêt, sincèrement, aujourd'hui, à pouvoir relever le défi. Mais pas relever le défi dans des querelles comme on est en train d'insister. Que les politiques travaillent. On doit travailler nuit et jour. Les gens font une déclaration d'une philosophie philosophante. Mais ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de données, ils n'ont pas de projet. C'est comme ça qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique, c'est un populiste. Il dit des choses. Il n'a pas un projet. Mais un homme politique qui a un projet, il est obligé véritablement d'atteindre son projet. Alors là, nous vous attendons aux prochaines échéances électorales pour connaître les projets de société tout un chacun. Non, on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin aujourd'hui. C'est pas le début de la campagne. Alors, merci beaucoup. Non. Nous sommes à l'heure du bilan pour rendre compte au peuple de ce qu'on a fait. On voit quand même que par rapport à